Alors la précarité énergétique, pour moi, c'est une facette, c'est un pan qui est vraiment important d'une précarité plus générale dans laquelle les personnes se trouvent. Donc des personnes qui sont en précarité financière, en précarité sociale, qui se sentent isolées, qui ont des problèmes de santé mentale et autres. Et plus spécifiquement, du coup, qui se retrouvent dans des situations où elles ne parviennent pas à se chauffer, elles ne parviennent pas à utiliser leur électro, elles n'ont pas la possibilité de pouvoir avoir de l'eau chaude. Toutes ces petites choses qui paraissent tellement simples en fait dans un logement, mais une fois quand on se retrouve dans une situation où on est coupé de tout ça et où on est dans cette précarité énergétique, vient vraiment toucher à la dignité humaine. Le projet EcoWatchers, il a plus ou moins une quinzaine d'années maintenant et il est né d'une co-création avec le CPS de Namur. Et je précise ça parce que tout projet EcoWatchers naît toujours d'une association, d'un partenariat avec une structure de type social. Donc on collabore avec des CPS, on collabore avec des régies de quartier, des sociétés de logement, avec des plans de cohésion sociale, etc. Et l'idée est qu'ensemble, eux avec leur casquette plus sociale et nous avec notre casquette plus environnementale et pédagogique, on s'associe pour constituer un groupe de 12 personnes, 12 adultes, qui sont dans des situations de précarité sociale, précarité énergétique, et qui vont se réunir en moyenne une fois par mois pendant plus ou moins une année. Et durant ces rencontres, on va aborder toute une série de sujets liés à l'énergie dans son logement, mais des sujets qui sont liés à leurs besoins, qui sont liés aux problématiques qu'elles rencontrent. Et donc on ne définit pas, nous, à l'avance, un programme avec les personnes, on le co-construit avec les personnes pour que ça puisse vraiment répondre à leur situation. Et donc on va aborder toute une série de sujets qui sont liés à l'énergie, que ce soit comprendre sa facture, que ce soit comment essayer d'avoir suffisamment chaud dans son logement l'hiver ou pas trop chaud aussi l'été, comment réduire ses consommations dans l'utilisation de ses électros, quels sont nos droits aussi en matière d'énergie. Voilà, il y a vraiment un volet assez vaste de sujets qu'on aborde et qu'on aborde toujours de façon très didactique et interactive. Voilà, parce que c'est sûr qu'on est face à des personnes qui sont souvent très fragilisées, qui n'ont pas un parcours scolaire non plus très facile. Et donc si moi je me situe comme enseignante ou comme prof qui vient détenir un savoir et leur transmettre, ça ne va pas passer du tout. Donc on est vraiment dans une pédagogie d'expérientiel, donc on va mener des expériences et on va essayer de trouver des réponses en fonction de sa situation. Et parallèlement à ça, et ça pour moi c'est une des forces du projet, c'est qu'on propose un accompagnement individuel pour pouvoir répondre aux situations et aux problèmes spécifiques à la personne et au logement. Et donc ça c'est souvent le partenaire social du coup qui est mandaté pour faire ce travail-là, qui va venir visiter le logement et qui va, en discutant, en échangeant avec la personne, percevoir les lieux où il y a des difficultés, où on peut intervenir. Et on prévoit un budget pour pouvoir mettre en place toute une série d'actions comme des bonnes tentures, comme de changer de l'électro ou mettre un pommeau de douche économique ou ce genre de choses pour réduire sa consommation et puis aussi pour augmenter son confort de vie. Et donc l'intention du projet EcoWatchers, elle est de renforcer le pouvoir d'agir des personnes. Et donc, pour nous, c'est essentiel cette dimension-là, parce que c'est leur permettre de trouver les clés qui vont les aider par la suite à être autonomes dans la gestion de leur logement et de ne pas les tenir par la main pendant des années, mais qu'elles puissent elles-mêmes comprendre ce qui se passe et trouver des solutions qui leur soient accessibles. Voilà de façon plus générale le projet. C'est sur base volontaire ou est-ce que c'est le CPS qui identifie des personnes au moment pour constituer les 12? Alors on fonctionne toujours sur base volontaire. Et au départ, quand on commence un projet avec un nouveau partenaire, on identifie souvent les publics les plus simples, les publics un peu captifs qui sont déjà un peu dans des projets collectifs ou qui sont connus plus spécifiquement de la structure.
Et puis, au bout d'une année, on propose à ces personnes qui ont vécu le projet, donc il y a un début, il y a une fin, et à la fin du projet, on leur propose de parrainer du coup des personnes de leur entourage. Et donc c'est elles-mêmes qui vont devenir ambassadeurs, ambassadrices de, voilà, de ce qu'elles ont vécu pour trouver d'autres personnes qui sont souvent plus difficiles en tant que professionnels d'aller toucher. Et évidemment, elles en parlent avec leur vécu, avec leurs propres mots, avec voilà, ce qui ont vraiment été aidant pour ces personnes. Et donc souvent, c'est assez... oui, c'est plus facile d'aller capter du coup des personnes plus difficilement voilà, associables dans ce type de projet. On mène le projet avec vraiment cette intention de mettre la personne au centre. Je dirais parfois que pour moi, la problématique de l'énergie, autant elle est importante et difficile à traverser, autant parfois elle est un prétexte presque pour nous, pour permettre aux gens de sortir de chez eux, de leur permettre de retrouver un rythme, de leur permettre de rencontrer d'autres personnes, donc de casser ce côté d'isolement, de se sentir seule face aux difficultés qu'elles rencontrent, pour leur retrouver un peu de confiance à l'intérieur d'elles-mêmes. Et donc, le projet est vraiment basé sur l'humain, où le temps d'échange, le temps de partage est extrêmement précieux et important, le temps d'accueil aussi, d'avoir un lieu chaud, d'avoir un petit café pour quand les personnes arrivent. Et on aborde chaque fois des sujets qui sont liés aux difficultés que les personnes rencontrent, donc sans avoir un programme qui soit préétabli à l'avance. Et toujours dans une dynamique interactive où les personnes vivent une expérience. Donc par exemple, si on aborde la question de l'isolement, on a une expérience qu'on appelle une expérience thermo, où on va constituer 6 maisons avec des matières isolantes ou non isolantes. Et puis on va mettre de l'eau chaude et on va prendre un thermomètre et on va mesurer la température avant et après pour pouvoir voir quelle est la maison qui isole le mieux ou quelle est la maison qui isole le moins, pour comprendre ce qu'est un bon isolant. Alors on ne va pas venir toucher à la structure même du bâtiment parce que souvent, malheureusement, on n'a pas le pouvoir de le faire. Mais par contre, ça leur permet de comprendre quels sont les aménagements à faire à l'intérieur de son logement pour avoir plus chaud, pour avoir moins froid et pour retrouver un peu de confort. Et donc on a en fait une séquence un peu type qui est partir des représentations des gens sur un sujet, vivre une expérience, puis après se poser des questions, essayer de comprendre, émettre des hypothèses et puis trouver des solutions ensemble. Et là, on les met vraiment ensemble et c'est comment faire jaillir un maximum de solutions qu'ils ont en fait à l'intérieur d'eux, mais qui ne savent pas toujours, mais qu'on vient partager. Et donc chacun repart avec un nouveau savoir qu'il n'avait pas nécessairement pour lui. Et qui permet du coup de valoriser la personne dans ce qu'elle sait en fait, puisque ce sont des personnes qui souvent ne cessent d'entendre qu'elles ne savent pas, qu'elles sont responsables de leur situation, et donc souvent très abîmées dans la confiance en elles-mêmes. Et donc il y a tout ce travail intérieur en fait qui se fait au fur et à mesure grâce au collectif, aux personnes qui sont là, et puis grâce au contexte, je pense, dans lesquels on les met, qui leur permet de se dire ok, en fait, je suis quelqu'un qui peut en fait apporter quelque chose au monde et aux autres, et à mon logement et à ma vie de tous les jours, quoi. Alors les raisons types pour lesquelles les personnes se retrouvent dans des situations de précarité énergétique, elles sont souvent de l'ordre financier. Pour moi, ça c'est une des causes principales de la précarité énergétique, d'où le fait que je disais que la précarité énergétique est une facette d'une précarité plus globale. Mais il y a aussi toute une série de personnes qui par le temps se retrouvent complètement isolées, n'ont pas de réseau social, et donc peu de personnes sur qui elles peuvent vraiment être soutenues ou être entendues ou avoir des solutions d'urgence dans certaines situations. Et puis il y a aussi pas mal de personnes qui sont séparées, qui sont divorcées, qui se retrouvent avec des dettes qu'elles n'ont pas créées, mais pour lesquelles elles, pas toujours en tout cas, mais auxquelles elles doivent faire face.
Et donc ça, c'est aussi une situation, une réalité qui est de plus en plus présente, où leur vie s'écroule en fait par un divorce, par une séparation, par une perte d'emploi, et avec cette difficulté de pouvoir financièrement de nouveau retrouver suffisamment de finances que pour pouvoir s'en sortir et payer ses factures, quoi. Voilà, ça je dirais que c'est un peu les causes principales. Alors l'état d'esprit des personnes que je rencontre, il y a deux choses auxquelles je pense. C'est que d'abord ce sont des personnes qui sont extrêmement abîmées, qui souvent en tout cas sont fort abîmées, qui manquent d'estime d'elles-mêmes, de confiance, qui n'osent pas montrer aussi cette précarité qu'elles vivent, parce que ça vient toucher à sa dignité. Oser inviter des gens dans un logement qui n'est pas chauffé, c'est juste pas possible pour elles. Donc voilà, et à qui on les rend souvent responsables de leur situation, et donc oui, très fort avec ce sentiment de culpabilité dans ce qu'elles vivent. Donc ça c'est une facette. Et puis l'autre facette, moi je suis chaque fois étonnée, et c'est pour ça que j'aime tellement ce métier, ce sont des personnes qui sont très humaines et qui sont prêtes à offrir, mais bien plus que ce qu'elles n'ont en fait. Et donc ils sont dans une générosité du cœur qui pour moi est assez exceptionnelle et toujours très, très ressourçante, de voir que malgré des situations difficiles, elles donnent quoi. Elles donnent. Et pour moi, ce sont des leçons de vie à chaque fois que je mène un projet et que je rencontre ces personnes, quoi. Voilà, donc à la fois ce côté abîmé et culpabilisé, et à la fois ce côté de générosité et très, très humaniste dans ce qu'elles sont. Alors moi, ça va faire plus ou moins 15 ans maintenant que je travaille avec ces personnes-là. Et je vois vraiment une évolution ces dernières années au niveau de la situation, et auquel je suis de plus en plus face à un sentiment est-ce que c'est vraiment utile finalement ce que je fais, dans le sens où je vois que les logements déjà se dégradent de plus en plus, parce que je constate qu'il y a des logements sociaux par exemple qui ont été construits tous à plus ou moins une même époque, et en fait ils sont tous en train de se dégrader. Je pense qu'on ne peut pas imaginer les situations dans lesquelles les personnes sont. Pour moi, toute personne devrait aller visiter un logement insalubre, qui n'est pas encore reconnu comme insalubre. Donc avec de la moisissure, avec des infiltrations. Et donc vivre, parfois je me dis, mais je pense que si toute personne faisait l'expérience de vivre dans un logement comme celui-là, non chauffé, avec des problèmes d'humidité, ne tiendrait pas 24 heures. Et je pense prendrait conscience de la situation dans laquelle les personnes sont, parce qu'à l'extérieur, les personnes ne montrent pas ça. Et donc, malheureusement, je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte des situations dans lesquelles les personnes vivent dans leur quotidien en permanence. Donc ça, c'est pour moi une des observations, c'est la dégradation des logements. Heureusement, il y a des financements actuels qui commencent à émerger pour de la rénovation énergétique des bâtiments. Et donc, voilà, espérons que les choses puissent s'améliorer. Espérons qu'on n'aille pas vers du passif dans des bâtiments collectifs, parce que pour moi, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce qu'on constate, notamment dans les expériences à Bruxelles, que les bâtiments collectifs avec du passif nécessitent vraiment une gestion quotidienne des filtres, et d'apprendre à gérer son logement, mais qui est un logement qui est beaucoup plus technologique qu'un logement classique où on peut apprendre à ouvrir des fenêtres, à fermer des fenêtres, à ventiler correctement. Mais la compréhension technologique du bâtiment est difficilement accessible pour beaucoup de personnes. Et quand on est locataire, on ne s'investit pas de la même façon que quand on est propriétaire. Donc pour moi, le logement passif dans des bâtiments collectifs n'est pas une solution en soi, malheureusement, parce qu'il a évidemment tous ses avantages.
Donc il y avait la question du logement et puis je constate aussi à quel point les personnes sont tellement fragilisées et tellement précarisées qu'elles n'ont même plus la force en fait de trouver du sens ou de s'investir dans des projets tels qu'on les propose. Il y a 10 ans, on arrivait à mobiliser les personnes de façon très facile, enfin relativement facile, et aujourd'hui, on constate combien ça leur demande un effort en fait qui est juste pas possible, quoi. Et qui est pour moi qui est complètement compréhensible parce que leurs besoins primaires ne sont pas rencontrés, et donc avoir cette peur chaque jour de ne pas savoir manger, de ne pas savoir répondre aux attentes de scolarité de leurs enfants, de ne pas pouvoir accueillir des gens chez soi ou des copains-copines de leurs enfants, d'avoir froid en permanence et dans un inconfort total qui fait que c'est impossible pour elles en fait de se mobiliser. Et donc auparavant j'étais face à des personnes qui parvenaient à trouver vraiment, qui étaient limite au niveau financier chaque fin de mois en se disant bon ben là c'est vraiment très très dur, mais c'était la fin du mois. Et maintenant la fin du mois elle devient presque le début du mois. Et donc ça devient très très compliqué pour les personnes de pouvoir se mobiliser et de pouvoir trouver la force à l'intérieur pour essayer de mettre des solutions en place pour s'en sortir, quoi. Comme s'il y avait un cumul en fait de problèmes qui leur tombaient dessus et auxquels elles ne savent plus faire face. Voilà, donc je dirais en tout cas moi dans l'évolution c'est ça que j'aperçois, c'est cette précarisation des personnes et ces logements qui deviennent indécents pour moi, dans lesquels les personnes se trouvent, complètement indécents. Voilà. Et en plus, dans la problématique du logement, c'est que même quand que les personnes essayent de trouver des solutions, par exemple, d'habiter dans des habitats permanents, dans des chalets, dans des caravanes, dans des logements qui sont plus petits mais plus accessibles, mais en fait, on ferme tous ces lieux, quoi. Parce que urbanistiquement, parce que socialement, c'est pas accepté. Et donc, alors que c'était un choix pour elle, parce qu'elle préférait vivre dans des logements comme ceux-là que vivre dans des logements dans lesquels il pleuvait, quoi. Et qu'il y avait un brin de nature autour de chez elle. Et donc, pour la plupart, ce sont de réels choix, mais auxquels elles n'ont même plus accès. Donc, la crise du logement est réelle et de plus en plus importante. Voilà. Et c'est vrai que face à ça, je sens combien le projet il répond à des questions humaines, sociales, et d'améliorer un peu son confort de vie et de leur permettre d'accéder à des droits auxquels elles n'ont pas et auxquels elles ne savent pas toujours qu'elles ont droit. Mais autant il y a des moments où je sens bien qu'on aurait besoin tellement de leviers beaucoup plus importants pour que les logements soient accessibles et soient dignes de pouvoir y vivre, quoi. Et ça, pour moi, on est encore loin, vraiment très très loin d'y être, malheureusement. Les personnes financièrement ne s'en sortent pas parce qu'évidemment le prix de l'énergie augmente, mais il n'y a pas que le prix d'énergie qui augmente, en fait toute la vie augmente, mais les revenus n'augmentent pas. Et donc il y a un décalage de plus en plus important. Mais c'est sûr que le prix de l'énergie crée des peurs, des angoisses en fait, de ne pas arriver à se chauffer. Et donc les personnes préfèrent parfois ne pas se chauffer et donc vivre dans des logements entre 0 et 5 degrés. Que d'avoir malheureusement la facture qui tue à la fin de l'année et qui fait qu'ils ne savent pas rembourser. Mais malheureusement, et c'est là que nous on intervient, c'est dans cette conscience que quand on ne chauffe pas, le logement se dégrade. Quand on ne chauffe pas, on a des problèmes d'humidité qui apparaissent. Quand on a des problèmes d'humidité, on a des problèmes de santé, des problèmes respiratoires qui apparaissent. On a un inconfort en permanence. Et donc tout ça est un engrenage et quelque chose qui vient s'amplifier avec le temps. Mais c'est sûr que voilà, le coût de la vie et malheureusement les revenus font que le décalage des deux fait que ça devient très difficile pour les personnes de s'en sortir.
merci.